Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny et je me ferai le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Vous voyez que c'est l'automne, on est en plein dans l'automne, tout change autour de nous, la nature devient de plus en plus belle avec une teinte orangée ou rougeâtre, je devrais dire. Alors, vous êtes invités à participer à l'événement Coloris automnal tous les fins de week-end de ce mois d'octobre. Alors, c'est un événement qui est organisé avec le parc de la Gatineau, avec des gens de la CCN et puis même Tourisme Ottawa. Et au programme, plusieurs activités vous seront offertes, mais aussi des démonstrations, dont celle de la fabrication d'un canot d'écorce. Franchement, je ne sais vraiment pas comment ça fonctionne. Et puis, si vous êtes curieux comme moi, vous pouvez vous rendre là-bas à le coloris automnal pour participer à cet événement-là. Aussi, il y a quelque chose de très intéressant. On nous a fait savoir qu'il y aura un voyage en navette gratuit qui sera disponible pour vous et qui partira du centre-ville d'Ottawa et puis qui va vous faire visiter tous ces lieux-là paradisiaques qu'on peut voir en ce moment d'automne. Donc, si vous êtes intéressé par le coloris automnal, vous voulez profiter du moment, deux sites à visiter, celui de Tourisme Ottawa et celui de la CCN. Donc, c'est la commission de la capitale nationale. Vous pouvez visiter ces deux sites web là et puis vous informer, pourquoi pas savoir qu'est-ce qui s'en vient pour ce week-end à venir, et puis parce que il y a le 8 octobre qui est férié, donc vous pouvez profiter du long week-end là pour vous relaxer, pour profiter avec votre famille. Parlons de nature, de tout ce qui change. On va parler de mosaïculture. Je vous en ai parlé plusieurs fois. Je vous le redis encore parce qu'il nous reste pratiquement, je dirais, 10 jours avant que tout soit clos avec mosaïculture. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller visiter toutes ces magnifiques œuvres là, je crois qu'il y en a 45. Vous pouvez aller encore faire un tour parce que tout ça se terminera le 15 octobre. Si vous voulez aussi avoir des informations, ça sera directement sur le site web de Tourisme Ottawa. On est en octobre, je ne cesse de le dire depuis le début de l'émission. Octobre rime avec Halloween. Halloween, c'est loin, mais c'est déjà prêt, là. Alors, pour commencer à vous préparer à ça, vous êtes invité à faire l'expérience de la maison hantée sur la colline avec le domaine Billings Bridge. Alors, ce domaine va se transformer en scène terrifiante à partir du week-end prochain. Quand on dit terrifiant, on dit tout ce qui a rapport avec la peur. Vous me verrez pas là-bas, mais si vous êtes assez courageux, vous pouvez vous rendre là-bas pour cet événement-là qui commence à partir du week-end prochain. Vous allez vivre votre expérience terrifiante à vous et puis peut-être vous nous apporter des photos ou nous expliquer qu'est-ce que vous avez vécu là-bas. Pour cet événement, le domaine Billings a besoin de bénévoles. Donc, si vous êtes intéressé à participer à cette activité-là, peut-être en tant que spectateur ou même en tant que bénévole, ils ont besoin des personnes âgées de 14 ans et plus, donc pas pour les plus petits, 14 ans et plus. Même pour les bénévoles aussi, ça sera à titre d'acteurs, costumés, maquilleurs ou même pour l'accueil. Si vous êtes intéressé, ça sera au Billings Halloween à commercial ottawa.ca qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez juste envoyer un courriel et puis savoir comment ça se passe et puis aller participer à l'événement là. N'oubliez pas de nous envoyer vos photos. Alors, je vais en parler encore aujourd'hui et demain parce que demain, c'est la dernière date pour soumettre vos candidatures pour l'invitation aux artistes locaux. Alors, la Ville d'Ottawa vous propose à vous, les artistes locaux, des peintres et tout, si vous êtes amateur ou pas professionnel, vous êtes invité à exposer vos œuvres dans les 4 galeries de la région, qui sont la Galerie 112, la Galerie de l'Atrium et les salons A et B de la Galerie d'Art Trinity. Donc, si vous avez de magnifiques œuvres chez vous, que vous n'avez jamais osé l'exposer à un public, vous êtes invité à le faire. Donc, forcément, pour tout cela, il faut soumettre une candidature et cela se fait jusqu'à demain, 5 octobre, à 16h30. Donc, demain, c'est la date finale, la date limite pour soumettre vos candidatures, pour participer à cet événement-là et exposer vos œuvres et les faire connaître du grand public. Si vous êtes intéressé, vous devez vous rendre sur le site web de la Ville d'Ottawa, www.ottawa.ca, dans la section bulletins et loisirs.
Donc, c'est là que vous devez aller soumettre. Je vous encourage vivement à le faire parce que demain, c'est la date limite. Donc, si vous êtes intéressé, allez-y et faites-le. On va parler maintenant de Monsieur Eric Bevis, qui est un metteur en scène qui est à la recherche de 15 femmes franco-arabes pour une adaptation de la pièce Les Belles Sœurs de Michel Tremblay. Donc, il a une idée à lui assez intéressante, je devrais dire. Et pour ça, il a besoin de 15 femmes âgées de 18 à 60 ans, de préférence franco-arabe, pour pouvoir mettre en œuvre cette pièce de théâtre-là et puis participer peut-être à la mise en lecture déjà pour commencer. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire ou peut-être prendre des renseignements au www.théâtreaction.ca ou même envoyer un courriel à info@commercialthéâtreenplein.com pour vous inscrire, pour prendre des renseignements et puis peut-être même pour discuter avec le metteur en scène pour voir exactement où est-ce qu'il s'en va avec cette nouvelle pièce de théâtre. Il y a plein d'activités aussi qui se passent du côté de la ville d'Ottawa. Comme vous le savez, si vous avez besoin d'informations concernant tout ce qui se passe, c'est encore sur le site web de la ville d'Ottawa dans la section bulletins et loisirs. Il y a aussi le Musée canadien de la nature qui organise une soirée pyjama. C'est assez étonnant ou c'est assez drôle de dire qu'on va passer la nuit dans un musée, mais c'est vraiment une activité très intéressante. Et si vous êtes intéressé aussi, vous pouvez aller au www.nature.ca pour vous inscrire, pour savoir quel genre de pyjama apporter, pourquoi pas, et quel sac de couchage apporter. Si vous êtes intéressé à participer à cet événement avec vos familles et tout votre entourage, allez sur le www.nature.ca pour vous inscrire. Aujourd'hui, à l'émission, nous parlons de beaucoup de choses. Nous parlons de gratitude, nous parlons de dépression masculine et nous parlons d'une nouvelle revue. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. On prend une toute petite pause. Ne manquez pas notre prochain match du hockey de la LHJMQ, alors que les Wildcats de Moncton viendront affronter les Olympiques à Gatineau. C'est un rendez-vous le mercredi 10 octobre, 19h30 sur TV Rogers. Bonjour, je suis Dustin Gihou, je suis un bénévole pour TV Rogers. Et TV Rogers m'avait appris à vraiment être une meilleure personne d'équipe, puis aussi de me déjeuner un petit peu parce que j'avais du trouble avant avec des personnes, mais maintenant c'est plus comme, je suis plus confortable juste être avec des personnes. Quand j'ai commencé le semestre, j'ai pris des bons amis, puis c'est facile de faire des amis quand vous travaillez ensemble, puis vous allez pour la même chose. C'est le 22 octobre prochain que les électeurs ouvriront un nouveau chapitre de l'histoire des municipalités de l'Ontario. Afin d'éclairer votre choix, de mieux connaître les enjeux et les candidats de votre quartier, TV Rogers vous invite à regarder la campagne locale. Et le soir des élections, les résultats locaux feront l'analyse en direct de son dénouement. TV Rogers, l'accent local sur l'élection municipale. Êtes-vous du genre à continuer ou à arrêter? Difficile de s'arrêter quand on est dépendant. La légalisation du cannabis n'arrête pas la dépendance. Elle banalise sa consommation. Soyons vigilants face aux impacts. Vous avez besoin d'aide? Visitez portage.ca. Retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis avec Madame Charette Sylvie et avec vous, on va parler du nouveau numéro ou du nouveau bébé qui s'appelle le droit famille. Et puis, c'est une nouvelle revue. Oui, c'est une nouvelle. Exactement. Comme j'ai dit, c'est un vraiment, bébé. Oui, tout chaud. Moi, je vais commencer par savoir, parce que je sais qu'il y a le droit à faire. Exactement. Et puis, comment est-ce qu'on est rendu à... Quel est le besoin pour pouvoir... qui vous a poussé à faire ça? En fait, on est un peu parti du même principe. Donc, c'est un produit, vous avez dit le bon mot, qui part d'un besoin. Okay. Le même principe que le droit à faire, il y avait un besoin pour faire la promotion des entreprises d'ici, des deux côtés de la rivière. Et donc, le droit a décidé, appuyé par plusieurs partenaires, de lancer un nouveau magazine, ce qui était audacieux il y a déjà 2 ans. Donc, on célèbre notre 2e anniversaire en octobre. Ça sera la première revue de la 3e année. Wow. Alors, on est très fiers de ça. Donc, c'est en fait un partenaire. Les besoins émergent de nos lecteurs ou encore de nos partenaires. Et c'est un partenaire qui nous dit, il n'y a rien en français qui parle de la famille en général dans notre région et on aimerait être associé à quelque chose comme ça.
Et donc, partant de là, on s'est mis à réfléchir, puis on a décidé de lancer un magazine qui va devenir, en fait, notre objectif et notre vision, c'est que ça devienne une ressource qui fasse part à nos lecteurs et aux gens de la région, des deux côtés de la rivière, pour nous, c'est super important, de tout ce qui existe ici, à côté de chez eux, pour les aider en tant que famille, parents, enfants de parents âgés, jeunes adultes, etc. Donc, c'est vraiment, ça s'adresse à tout le monde. À toute la famille, parce que j'allais poser la question, à qui est-ce que c'est pour les parents, bien sûr des papis, des mamies? Moi, j'ai envie de dire que du premier coup, c'est de 7 à 97 ans. OK. Parce qu'à la toute fin, il y a une section jeu pour les plus jeunes, mais notre clientèle principale, si j'ose dire, ce serait la femme entre 25 et 54 ans, alors qui va s'intéresser à tout ce qui concerne la famille. Mais là-dedans, on a mis des choses pour tout le monde. Pour tout le monde. Oui, sinon, exactement. à la base, la vision, elle partait de la femme entre 25 et... Oui, mais en fait, c'est mais après, ça devient pour tout le monde. Parce qu'elle est soucieuse de tout le en monde. premier, de tout ce qui l'entoure dans sa famille. Merci, mais, maman. oui, on est très... Alors, très qu'est-ce qu'on retrouve dans ce numéro Droit famille? Donc, on a 3 valeurs qu'on a mis en avant-plan. On voulait, premièrement, que ce soit pertinent, inspirant et inclusif. Alors, pour nous, c'est 3 valeurs qui tendent les décisions qu'on prend par rapport aux histoires qu'on va raconter, aux dossiers. Alors, là-dedans, on aura toujours à la une l'entrevue intime qu'on appelle donc avec une famille de chez nous qui a... passé à travers des moments difficiles, des défis, mais qui a fait la paix avec tout ça et qui vivent dans le bonheur aujourd'hui, malgré tout. Mais en tout cas, pour ce premier numéro, j'ai vu cette section intimité. Oui. Vous avez touché mon cœur parce que là, j'avais les larmes comme... Absolument. Ben, vous n'êtes pas la seule, Claude Andrea, puisque c'est une histoire absolument touchante de 2 femmes, un couple homoparental. Et puis, on peut s'identifier facilement à ces personnes-là. Avec les défis qu'elles ont rencontrés et tout. Puis, elles sont, tu sais, très simples. Donc, elles se disent 2 femmes ordinaires, mais vraiment, pour nous, qui font des choses extraordinaires. Et des gens leur ont dit, mais vous êtes courageuses, alors qu'elles répondent, nous ne sommes pas courageuses, nous avons beaucoup d'amour. Alors, c'est une belle histoire, il faut absolument lire ça, c'est tout à fait inspirant. C'est vraiment inspirant comme idée. Et puis là, on va parler de ces dames-là, c'est de la première revue. Comment vous avez réussi à les contacter ou je sais pas, absolument. Donc, à se dire, oui, ça, c'est l'histoire qui va toucher? On est parti d'une histoire, puis ce qui nous inspire nos histoires, ce sont nos lecteurs. C'est ce qui est dans l'actualité autour de nous, quand on regarde notre opinion des lecteurs dans le journal, ou des courriels qu'on reçoit, ou encore notre page Facebook, des choses comme ça. Donc, on est très à l'affût de ce qui fait vibrer les gens aujourd'hui, ce qui préoccupe les gens aussi. Et tu sais, quand on parlait d'inclusion aussi, qui est notre autre grande valeur, puis on est ouvert à la différence. Pour nous, c'est vivre la différence. Alors, on veut partager ça. Ici, c'est qu'on s'est allié avec des organisations qui existent dans notre environnement. D'accord. Et puis, on se réfère à eux. Est-ce que vous connaissez quelqu'un? On est parti d'une histoire personnelle qu'on connaissait, de quelqu'un qu'on connaissait personnellement. Puis, on a fait du pouce. Puis, donc, la 5e histoire était celle-là. Puis, sincèrement, on n'aurait pas pu avoir une plus belle histoire. Oui, vous avez touché. Et puis, ça prend, comme vous avez dit, vous avez vu des organisations. Donc, ça veut dire que ça prend une équipe, des collaborateurs. Il y a toute une équipe autour de nous. Tu sais, le premier numéro, je dois vraiment reconnaître tout le travail qui a été fait, entre autres, pour la coordination par Jean-Marc Dufresne, qui a été avec nous pendant 1 an pour remplacer un congé de maternité. Et on a décidé de le garder dans l'équipe, parce qu'on a plein de projets comme ça qui n'arrêtent pas. Alors, mais il a vraiment bien coordonné avec toute une équipe de rédacteurs, bien sûr franco-ontariens, québécois, tout le monde, puis des organisations crédibles de la région qui peuvent nous référer, qui sont des sources et qui deviennent des experts pour nous dans nos dossiers. Donc, ça a été un long processus pour arriver à ce premier numéro. Oui, mais maintenant, c'est bien installé. Combien de temps ça vous a pris comme ça? Moi, je dirais, il y a tout un processus de réflexion qui a commencé, je dirais, il y a plus de 6 mois. Et donc, on s'affine, l'entonnoir attise, puis ensuite, on précise.
Donc, on part avec un thème. Et le thème va guider un peu nos histoires, le choix de nos histoires. Comme le premier numéro, c'était la rentrée. Il paraissait en septembre. Oui, puis il y a plein d'affaires pour les nouveaux étudiants, pour en fait, le budget, tout ça. On a des dossiers de fond, comme le dossier sur la vaccination pour ou contre. Et bien sûr, des volets, alimentation, santé, éducation, finances. Alors, puis on parle même de divorce. Oui, le couple, c'est très important. Et à notre grande surprise, après les vacances, c'est une période importante pour ça m'a fait un choc de l'apprendre. C'est un choc. Et on apprend aussi que c'est pas la communication la raison numéro 1 pour les divorces. Oui. Alors, il y a des petits couples à lire pour travailler là-dessus pour pas que ça nous arrive. J'ai pris ça à bras le corps, en tout cas. Alors, où est-ce qu'on peut retrouver le droit famille? Alors, on a plusieurs partenaires. Le premier partenaire du côté ontarien, c'est le CEPEO, donc le Conseil des écoles publiques de l'Est ontarien, absolument, qui, eux, vont distribuer à travers leurs écoles élémentaires le magazine. Bien sûr, premièrement, dans notre journal Le Droit, il est distribué une fois là. D'accord. Ensuite, il est multiplateforme. Fait qu'au moment où on se parle, on peut le trouver sur notre tablette mobile, le site Internet aussi. Directement en ligne aussi? Absolument, il est là. Et on a des partenaires aussi comme les magasins, les marchés d'alimentation IGA Extra, les Canadian Tire, qui d'ailleurs ont une chronique avec trucs et conseils pour l'auto ou la maison. Laiterie Outaouais qui donne des trucs sur la boîte, les conseils pour la boîte à lunch pour vraiment se réinventer. Puis que ce soit intéressant. Il y a un beau sandwich là en tout cas. Vous avez trouvé des bonnes idées. Hein? Et bien sûr, chez tous nos partenaires, vous allez pouvoir retrouver le magazine. Et pour l'abonnement, ça sera c'est gratuit. Alors, ce sont nos partenaires, comme les Rôtisseries Saint-Hubert aussi, qui, eux, commandent la dernière section avec le long week-end qui s'en vient pour les activités en famille. Et vous parliez aussi d'activités tantôt pour ceux qui aiment avoir peur un peu. Oui, la maison mais on a un petit coup de cœur, puis entre autres, je pense à la ferme Sanders du côté d'Ottawa, qui a des mon Dieu, on peut s'y perdre toute la journée dans les grands labyrinthes. Et pour une première comme ça, combien d'exemplaires est-ce que vous avez? On a distribué 35 000 copies, mais comme vous savez, il est disponible sur toutes nos plateformes. Alors, et donc, on est déjà au moment où on se parle à préparer. Je pense qu'à la prochaine publication, bien sûr, qui paraîtra au début décembre. Et la thématique qu'on s'est donnée, nouveau départ. Donc, on vous attend ici en décembre pour la nouvelle page? Absolument, fin novembre ou début décembre, absolument. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, si vous voulez vous inscrire ou vous abonner pour ça, ou même vous l'acheter, vous pouvez avoir ça sur toutes les plateformes, site web aussi, allez le visiter. On va prendre une toute petite pause et juste après la pause, on parle d'un sujet assez touchant peut-être pour vous, la dépression. Regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. On va juste attendre d'être... Laisse-moi voir ta beauté quand les témoins sont partis. Laisse-moi sentir tes mouvements comme autrefois dans Babylone. Montre-moi lentement ce dont je ne connais que l'entour. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. La 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 Danse-moi à ta beauté avec un violon brûlant. Danse-moi dans la peur jusqu'à ce que je sois rassemblé. Caresse-moi de ta main nue, car moi avec ton gant. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai avec moi une chercheure ou un chercheur?
Une chercheure, OK. Une chercheure, Vanessa Tassé de l'Institut du savoir Montfort. Et avec vous, on parle de dépression. Oui. C'est bien ça? C'est bien ça. Dépression. Qu'est-ce que c'est que la dépression? À quel moment on peut savoir que quelqu'un est dépressif? Ou... En fait, la dépression, je pense que c'est un terme qu'on utilise souvent. On entend même parfois dépression nerveuse. On ne sait pas souvent ce que c'est. Exactement, exactement. Par contre, on a en psychologie, en fait, une bible des psychologues qu'on appelle le DSM, à l'intérieur duquel il y a des symptômes, en fait. Là. Vous êtes chercheur et psychologue à la fois? Oui, presque psychologue, bientôt, oui. À la fois, oui. Okay. Alors, il y a des symptômes actuels, présentement, en fait, là, qu'on peut retrouver, qui vont nous permettre de diagnostiquer une dépression chez les gens. Donc, les critères peuvent être, par exemple, des pleurs faciles, la perte d'intérêt, parfois, il peut y avoir des idées suicidaires. Ça va beaucoup plus loin, là, les idées suicidaires. Exactement, quand c'est un petit peu plus sévère. Là. Oui. Et puis là, comme j'ai dit tout à l'heure, vous êtes chercheur et vous travaillez sur un projet. Oui. Et c'est quoi le projet sur lequel vous travaillez? En fait, on travaille en ce moment à valider un instrument de mesure pour la dépression, mais chez les hommes. Donc, dans la littérature, présentement, on s'aperçoit que la dépression peut être un petit peu exprimée différemment chez les hommes que chez les femmes. Ah bon? Exactement. Comment est-ce que ça se fait? Parce que dépression, moi, je me dis, dépression, c'est la dépression. Il n'y a pas de différence entre un homme ou une femme. Parce que... C'est vrai. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que nous, les femmes et les hommes, nous, les femmes puis les hommes, vont être socialisés différemment. Donc, pour nous, pleurer une femme, montrer ses émotions, on est encouragé à faire ça dès notre plus jeune âge. Oui. Par contre, les hommes, on va davantage leur montrer être forts, indépendants, l'homme de la maison. Oui. Donc, un homme ne pleure pas, ça se dit chez nous. Exactement, exactement. Bien sûr, il y a un continuum pour la masculinité. Oui. De plus en plus, il y a des hommes qui vont se laisser aller, qui vont parler davantage de leurs émotions. Par contre, c'est quelque chose qu'on va retrouver souvent. Comme vous dites, un homme ne pleure pas. Un homme ne pleure pas. Exactement. Et puis, comment est-ce que... on va laisser déjà la dépression féminine d'un côté, parce qu'aujourd'hui, on parle de la dépression masculine. Exactement. Comment est-ce que ça se décrit ou comment ça se voit chez un homme qu'il est atteint de dépression? Encore une fois, c'est certain qu'il peut y avoir des signes qui peuvent être similaires, là, autant pour les critères qui sont actuels, là, ceux qu'on a présentés tantôt. D'accord. Par contre, ce qu'on va voir, c'est qu'ils vont davantage l'exprimer par l'agressivité ou des comportements qui sont plus à risque. Donc, si on peut regarder un homme plutôt que de montrer sa peine, peut-être qu'il va avoir, il va peut-être boire plus d'alcool, peut-être qu'il va avoir des comportements plus à risque. Ça peut être sexuel, ça peut être une conduite dangereuse. Wow. Alors, on peut retrouver un petit peu plus ça chez l'homme, ou l'irritabilité tout simplement. Ben là, dans mon entourage, il y a beaucoup de personnes qui sont irritables, fait que peut-être sont Est-ce que ça varie selon l'âge ou quelque chose dans le genre? Ça arrive à quel âge selon vous? Je pense que ça peut se produire chez n'importe quel homme, de n'importe quel âge. C'est sûr que... N'importe quel âge. Absolument. Et même absolument. dans l'adolescence, parce qu'il y a souvent des adolescents qui sont assez, pas récalcitrants, je vais dire, mais... C'est ça, ils ont du mal à... C'est sûr, l'adolescence est une période peut-être un petit peu plus difficile où il y a beaucoup de choses qui se passent, donc c'est peut-être plus difficile de voir ça. Je pense qu'il y a des comportements qui peuvent être plus normaux à l'adolescence. Donc le jeune adulte, on va dire? Le jeune adulte, mais peut-être aussi, si on regarde la génération un petit peu plus âgée, on parle des gens de 50-60 ans, où là, on vraiment eu là, le modèle de l'homme fort à ramener l'argent à la maison, tout ça. Donc, il fallait qu'ils soient encore plus forts, qu'ils montrent moins leurs émotions. OK, oui, d'accord. Voilà. Et puis, j'ai parlé de l'âge, et ça dépend de l'environnement, d'où est-ce qu'on vit? Oui, je pense que aussi, oui, absolument. En fait, on peut parler culturellement, peut-être. Hein, on peut voir que dans certaines cultures, l'homme va avoir davantage le rôle masculin, hein, celui qui ramène l'argent à la maison, celui qui prend soin de la famille, celui qui doit être fort et indépendant. Même ici, généralement, l'homme a encore ce rôle-là, malgré que maintenant, peut-être un petit peu plus partagé entre la femme et l'homme. Est-ce que votre étude, elle continue actuellement ou elle est en cours? Elle est en cours. Et puis, qu'est-ce que vous avez trouvé d'assez intéressant concernant cette vulnérabilité-là que l'homme n'arrive pas à montrer? Est-ce que quand, à force de le cacher, ça crée des affaires comme... Il devient beaucoup plus violent, ces affaires comme ça? Exactement. En fait, plus on va refouler les émotions dans la vie, plus ça va sortir inévitablement d'une façon ou d'une autre. Ça arrive comme chez l'homme ou chez la femme, je pense. Chez la femme aussi. Par contre, la femme va peut-être davantage pleurer. Peut-être que la femme va être plus en mesure, étant donné que pour elle, c'est possible. Alors que l'homme, lui, peut-être que ça va être dans l'alcool, peut-être que ça va être dans l'irritabilité. On va voir la colère. L'homme va peut-être plus crier après la femme plutôt que dire ma femme, s'il te plaît, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Hein? Exactement, parce que c'est mal vu. Voilà. C'est mal vu. Donc, la société, en fait, permet pas
Exactement. aux hommes, je Voilà. veux dire, d'éclore en fait leurs problèmes, c'est ça, hein? Exactement. Puis- Pour cette raison-là, peut-être que la dépression pourrait passer inaperçue chez l'homme. Donc, les instruments présentement de mesure qu'on va utiliser ne pourraient peut-être pas permettre de capter la dépression proprement dite. D'accord. À cause de la différence de l'expression chez les hommes et chez les femmes. C'est ça, les femmes sont beaucoup plus ouvertes et les hommes renfermées. D'accord, vous avez parlé des différents outils et tout ça. Je pense qu'on va prendre une petite pause et puis juste après, vous allez nous donner les outils, c'est bon? Oui, Ok. parfait. Après la pause, on va parler des outils qui nous aident à définir ou à déceler la dépression chez les hommes. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je me lève un matin, on est en 2020. Ça faisait longtemps que j'avais dormi autant. J'allume la radio pour la météo. On m'annonce tout back, c'est le combat de combat. C'est l'apocalypse. C'est l'apocalypse. Mon chien Théodore se met à nager le crâne dans un lac qui déclare d'uranium et de phosphore. Les morts se déterrent, le cimetière est ouvert. J'ai même aperçu Hitler faire un appel au cellulaire. C'est l'apocalypse. C'est l'apocalypse. Dans tous mes états, j'appelle météo média. Je dis bonjour monsieur, dites-moi donc un peu ce que je peux bien faire. Les gars, va falloir que tu gères l'apocalypse. Oh, mais mon cher monsieur, j'ai toujours fait de mon mieux. Fait fret en Ontario pour faire du compostage. Je prends toujours le basic quand le truck est au garage. Puis durant les fêtes, je fais du recyclage. C'est l'apocalypse. Tout le monde, ouais, c'est l'apocalypse. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle de dépression masculine et vous êtes en train, vous travaillez, vous n'êtes pas en train, mais vous travaillez actuellement, présentement, sur un projet de recherche sur la dépression masculine, bien Exactement. ça? Okay. Et ça vous a pris un échantillonnage, c'était juste sur les Canadiens, votre étude, ou c'était un peu plus dispendieux? Dans le moment, en fait, ce qu'on veut faire, c'est le valider en français. Okay. Donc, on s'intéresse principalement là, aux minorités francophones en Ontario, mais aussi, dans le fond, aux Québécois, puis les gens qui parlent français au Canada. D'accord. Donc, ce qui veut dire qu'en français, donc il n'y a pas beaucoup d'outils en français? Non, exactement. Donc, souvent, ça peut être un problème aussi, surtout en Ontario. Il y a beaucoup d'outils en anglais. Les professionnels de la santé vont s'adresser en anglais. Et le langage peut être un obstacle à pouvoir bien dépister les problèmes. Exactement. Mieux s'exprimer. Et quand vous parlez d'outils, c'est quel genre d'outils est-ce que vous pouvez donner? Des questionnaires, par exemple, qui ont été validés empiriquement. Donc, la recherche sert exactement à pouvoir prouver que ce qu'on mesure, on le mesure bien. OK. Alors, et puis, hormis les questionnaires, il y a autre chose qu'on peut utiliser pour... C'est certain qu'on peut aller voir un psychologue et faire une entrevue diagnostique. Okay. Je viendrai vous voir au cas où. Absolument, vous pouvez venir voir. En fait, c'est ce qui serait le mieux. Par contre, c'est sûr que ça coûte extrêmement cher de pouvoir offrir ce service-là, dans le fond, à tous les patients. C'est pourquoi on va souvent donner un questionnaire pour savoir un petit peu quels sont les symptômes. Vous êtes situé. Exactement, exactement. Okay. Et puis là, vous êtes en train de travailler sur un questionnaire, je pense? Oui, c'est ça. C'est quoi ce questionnaire? En fait, c'est un questionnaire qui a été validé en Australie. OK? Donc, ça s'appelle le Male Depression Risk Scale. C'est vraiment pour mesurer, finalement, le risque de dépression chez les hommes. Donc, il a été validé en Australie, en anglais et pas en français. Pas en français, OK. Alors, comme je disais un petit peu plus tôt, là, souvent, la dépression passe inaperçue chez les hommes. Oui. Donc, en ayant ces questionnaires-là, qui va aller chercher un petit peu plus les critères externalisés, donc les comportements à risque et tout ça, en même temps qu'on passerait un questionnaire qui mesure la dépression avec les critères actuels, peut-être que là, on pourrait aller vraiment capter la dépression chez les hommes. La dépression chez Exactement. les hommes. Et vous avez forcément eu accès à ce questionnaire-là. Quelles sont les sortes de questions qui y sont?
Quelles sont les différentes sortes de questions? Donc, en fait, ça va davantage être sur les comportements externalisés. Donc, par exemple, est-ce que les gens vont se sentir irritables, en colère? Ce sont des mises en situation ou c'est juste des questions? Juste des questions, oui. Ça prend littéralement 10 minutes à remplir, là, si jamais il y a des gens qui sont intéressés à pouvoir le faire. Vous êtes invité, OK. Oui, vous êtes absolument invités. En fait, là, on recherche en fait 300 hommes pour remplir ce questionnaire-là pour le valider. Un processus de validation, c'est extrêmement long et ça nous prend beaucoup de monde pour être en mesure de pouvoir dire ce questionnaire-là est efficace et on peut l'utiliser, là, dans le fond, dans les hôpitaux. OK. Donc, combien de questions contient ce questionnaire? 42 questions. 42 questions? 42 questions, OK. C'est seulement pour la dépression masculine. Exactement. OK. Et on le valide autant chez les hommes qui pourraient se sentir dépressifs que les hommes qui ne se sentent pas dépressifs. Juste pour savoir où est-ce qu'ils sont rendus. Exactement. OK. Et puis, ça vous prendra combien de temps pour le traduire ou le mettre à niveau, le corriger, le mettre en français et tout? En fait, si mon collègue était ici, il pourrait vous répondre encore plus. C'est lui vraiment qui fait l'évaluation habituellement. Mais après... Selon vous? Oui, selon exactement. Vous, après, on estime, en fait, après avoir trouvé, en fait, tous les gens pour participer à notre étude, on va procéder à des analyses, puis une fois, on va apporter des corrections selon ce qui aurait été trouvé. Et ensuite, peut-être qu'on va procéder à une autre évaluation pour s'assurer que c'est un long processus. C'est un long processus, exactement. Donc, vous avez parlé de votre collègue, donc vous n'êtes pas seul à travailler sur ce projet? Non, absolument pas. Vous êtes combien à travailler sur ce projet? On est 3, en fait. 3? Oui, exactement. Donc, quelqu'un qui s'occupe spécifiquement de l'évaluation de programmes en éducation. Puis on a aussi... OK. Donc, chacun a son domaine? Exactement. Puis on a aussi un médecin sur le projet là, qui nous aide avec ça. D'accord. Et vous avez commencé depuis quand, ce projet? Ça doit faire 1 an maintenant, oui. Donc, on tend vers la fin, puisqu'on est rendu maintenant à penser à la correction du questionnaire ou pas? Bientôt? Bientôt. OK. Une fois qu'on aura eu tous les participants puis qu'on va pouvoir procéder aux analyses, l'autre étape qui va s'en suivre, ce sera de pouvoir ajuster les questions selon ce qui a été répondu là. D'accord. Donc, les participants, vous avez dit que vous en avez besoin de 300. Exact. Et puis là, qu'est-ce que vous faites pour les retrouver ou où est-ce que nous, on peut avoir le questionnaire? Je sais pas. Absolument. Donc là, on a vraiment, je pense qu'il y a un numéro de téléphone qui vont pouvoir me contacter. Je sais pas si vous l'avez en main. On pourra le dire, oui. Puis je vais le rappeler. Parfait. Sinon, absolument, les gens, ils peuvent m'appeler. Moi, j'ai donné le lien Internet pour qu'ils puissent y aller. OK. Puis on continue vraiment... le lien de l'Institut Savoir Enfant. Exactement, exactement. Okay. Donc, on peut juste aller là-bas? Oui. Avoir accès au questionnaire? Oui, on va essayer de pouvoir le mettre en ligne. Sinon, vraiment, il y a une adresse email directement pour rentrer sur le questionnaire là, que je pourrais vous le laisser. D'accord. Donc, adresse courriel, on peut l'avoir aussi sur le... Il est déjà sur le site web, vous avez dit ou pas? En fait, je devrais vérifier s'il est sur le site web de l'Institut du Savoir, mais il y a un site web là, directement. Bon, on se donnera jusqu'à la semaine prochaine pour qu'il soit en ligne. Parfait. OK, c'est bon? Oui. OK, d'accord. Donc, merci beaucoup pour toutes ces informations. Et puis, lorsque le projet sera enfin préétabli en français, revenez nous voir pour nous donner des informations. Parfait, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Vanessa. Merci. Alors, pour participer au questionnaire ou même pour évaluer votre dépression, pour les hommes, effectivement, c'est sur le site web du Savoir Montfort. Vous prenez vos informations là-bas, vous allez faire remplir le formulaire et puis participer à ce projet-là. On prend une toute petite pause et juste après la pause, on parle de gratitude avec notre coach de vie, Carole Thériault. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rodia. Des chemins moins sombres, elle sait où elle s'en va. Elle a l'envie de regarder derrière, elle a mis de côté toute sa misère. Elle sait où elle s'en va. Les jours qui semblent pareils s'envolent en un instant.
retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis avec notre coach de vie, Carole Thériault. Bienvenue. Et puis, Carole, moi, j'ai une question assez personnelle pour toi. Oui, vas-y. Tu es coach de vie. Absolument, absolument. Comment est-ce qu'on se rend à devenir coach de vie? Je le dis, pourquoi? Parce que maintenant, sur les réseaux sociaux, les plateformes, il y a de tout. Ah, on a oui. des coachs de vie, on a des coachs de couple. En fait, on ne sait pas d'où ça vient. Oui, mais en fait, c'est une très bonne question parce que la profession de coaching, c'est une profession qui n'est pas encore légiférée, fait que tout le monde peut s'improviser coach. Alors, il faut, comme chercheur d'un service de coaching, de faire bien nos devoirs. C'est une profession comme quand on est comptable ou notaire ou psychologue. Alors, oui, on est formé dans une école où on apprend la base de communication pour devenir coach. Alors, moi, je suis formée à la Coach University, c'est une école qui est localisée au Colorado, aux États-Unis. Wow. En fait, parce que moi, j'ai... Donc, tu as fait vos cours là-bas ou c'était en ligne? En ligne, c'est ça, exactement. Parce que, en fait, moi, ça fait déjà... Je suis à ma 14e année comme coach personnel et professionnel. Alors, quand j'ai commencé à prendre ma formation en 2003, il y avait très peu d'écoles francophones. Alors, j'ai étudié dans une école anglophone pour devenir coach. Et beaucoup de formations s'offrent justement en ligne parce que c'est justement pour rendre ça accessible à plus de monde possible. Donc, vous avez deux chapeaux aussi. Oui, exactement. Fait que, donc, je suis formée comme coach de cette école-là et certifiée de cette école-là. C'est une formation de 3 ans et après ça, on a nos certifications et on peut exercer la profession. On peut exercer. Et puis là, qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à devenir coach de vie? D'où est-ce que ça part? C'est tellement une belle question parce que c'est... des fois, dans la vie, on a des appels, hein? La vie nous appelle à quelque chose. Oui. Et puis, c'était un appel parce que à l'époque, avant de devenir coach, je travaillais en employabilité, je faisais de l'accompagnement, j'accompagnais les femmes à intégrer le marché du travail. Et c'était à peu près en 2002 où j'ai été vraiment en contact avec le coaching par le biais d'un article que j'ai lu. Et puis, mais en parallèle, j'avais été justement... faire une démarche en psychologie, puis j'avais un noyau d'amis qui avaient vu le même psychologue à l'époque, puis on avait eu, par l'intermédiaire de cette personne-là, une demande d'accompagner quelqu'un, une femme, qui était une cliente de ce psychologue, de ce psychologue-là, pour intégrer le marché du travail. Et on a accepté de faire la démarche, et c'est comme si, dans ce mouvement-là, la vie... Il y a quelque chose qui sortait de vous. Oui, exactement. La vie, comme m'a appelé vers ça, et puis, là, après ça, il y a eu plein de synchronicités qui sont survenues, qui fait que... Le destin, il place les affaires pour vous, du coup. Donc, le déclic. C'est ça, dans ma biographie, je dis que j'ai choisi le coaching, mais que le coaching m'a aussi choisi. C'est comme si, inévitablement, j'ai eu à marcher dans ce chemin-là. Puis, il faut dire qu'aussi, comme personne, j'ai toujours été une chercheuse. Toi, tu es une curieuse, tu poses beaucoup de questions et tu le fais à merveille. Mais moi, je suis une chercheuse. J'ai toujours dit que j'étais une chercheuse de lumière. J'avais besoin de comprendre. J'étais une personne qui a, dans ses valeurs de vie, que j'ai vraiment un vif intérêt à évoluer, à me dépasser. Ça fait vraiment partie de mes valeurs fondamentales. Fait que, alors, quand j'ai eu besoin de services, que ce soit en psychologie, pour mieux me comprendre, je suis allée faire ces démarches-là. Alors, j'ai toujours été dans un mouvement d'apprendre à me connaître, à me dépasser. Fait que, donc, ce mouvement-là, maintenant, je le fais sous forme d'accompagnement. Mais évidemment, c'est une danse, hein, parce que finalement, je reçois autant que je donne et je continue mon évolution à travers mes clients également. C'est ça que je préparais comme question, parce que un coach, c'est une personne humaine comme tout le monde. Donc, elle a des défis, elle a des difficultés, elle a des moments de haut, des moments de bas. Et puis, il faut vraiment pouvoir s'aider soi-même avant d'aider les autres. Puis, comment est-ce que vous jouez en tout ça? En fait, je pense, j'écoutais justement au début de la semaine ton entrevue avec Sylvie Lapointe, qui fait aussi du coaching, puis elle disait qu'on a besoin, on enseigne ce qu'on a besoin d'apprendre. Et c'est tellement vrai, parce que, dans le fond, ce qu'on amène à nos clients, ce sont les défis qu'on a vécus, les expériences qu'on a vécues. Évidemment, on n'a pas tout vécu ce que nos clients amènent, mais
c'est comme si il y a comme une attraction naturelle, même si on ne sait pas parler, il y a une attraction où les clients vont venir à nous. C'est des clients qui il y a comme une correspondance au niveau de quelque chose que je suis déjà en mesure de pouvoir offrir à cette personne-là. Oui. Alors, parfois, cette personne-là qui arrive dans ma vie me permet de mettre en lumière, moi... Quelque chose que je ne savais pas, par exemple? Oui, ou que je suis encore invitée à continuer à faire évoluer parce qu'effectivement, comme tu le disais, on est des êtres humains. Oui. Puis moi, j'ai des défis comme tout le monde. Moi aussi, j'ai mes peurs. Moi aussi, aujourd'hui, on parle de gratitude. Moi aussi, j'ai tendance à basculer, à parfois à rester dans le côté négatif des choses, à dire « Ah, ça va pas assez vite à mon goût, j'ai pas assez de clients, j'ai peur de manquer d'argent. » Fait que moi aussi, je les vis, ces peurs-là. Fait que, mais parce que je suis un peu comme l'élève qui veut apprendre, puis qui veut avancer, puis comment ça fonctionne, ça, cet être humain-là, ben alors j'en apprends et ben là, j'aime partager ce que j'apprends, puis je continue ma route comme ça. Et puis, quand vous partagez, moi, je ressens de la gratitude pour vous. C'est ça notre sujet aujourd'hui. Oui. Alors, c'est quoi la gratitude? C'est pas juste dire merci, je suppose. En fait, la gratitude, c'est vraiment l'art de reconnaître. C'est un art. C'est un art, hein? C'est vraiment l'art de reconnaître puis d'apprécier tout ce qui est bon puis tout ce qui est beau dans notre vie. Alors, souvent, on va parler d'ingratitude, hein? C'est-à-dire on tient pour compte les gens qui sont dans notre vie, on tient pour compte toutes les choses qui sont déjà là naturellement, mais on les voit plus, on ne les perçoit plus. Oui. Alors, la gratitude, c'est le mouvement qui nous permet de refaire le contact, de reconnecter justement avec ces bonnes choses-là qui sont présentes dans notre vie et qui sont là tout le temps, mais que, pour une raison quelconque, on a perdu ça de vue. Tu sais? C'est comme un peu je suis pris dans le nuage. OK. On voit plus tout ce qui est beau, juste dans le nuage. Ouais. Donc, c'est la gratitude, en gros, selon moi, mon entendement, ce que tu viens de dire, c'est d'être reconnaissant pour tout ce qu'on a dans notre vie ou autour de nous. Ça prend toutes ces deux affaires-là? Oui, tout à fait. Dans le fond, la gratitude, c'est vraiment une forme de dire merci. Tu sais, c'est vraiment une reconnaissance, c'est dire merci à la vie pour ce qu'elle me donne dans ses bonnes choses comme dans ses moins bonnes choses. Donc, éviter de se focaliser peut-être sur les choses qui, comme vous avez dit tantôt, qui ne marchent pas. Et plutôt se focaliser sur des choses qui marchent. Tout à fait, tout à fait. Puis, tu sais, je parle souvent avec mes clients du concept de la stratégie du point noir. Tu sais. je vais juste t'arrêter là parce que avant l'entrevue, je suis allée visiter comme le site web Stratégie du point noir, c'est quelque chose que je connais pas. Puis là, je fais ma recherche sur Google, puis ça va en rapport avec la dermatologie. Je voyais des points noirs sur le visage, et puis j'étais comme, c'est pas de ça qu'elle va parler, Non. Fait que, en fait, j'en ai déjà parlé dans l'une de mes chroniques ici. Fait que c'est vraiment très, très simple. Le point noir, c'est la chose qui va souvent pas bien dans notre vie. On va vivre des fois de l'inquiétude, on va vivre de l'insatisfaction, puis là, on met notre doigt là-dessus. Fait que on en parle aux gens autour de nous, à nos amis, on pense juste à ça et ça devient un peu comme notre point de focalisation. Fait que au lieu... Alors, ce qui fait que comme mon attention est juste là-dessus, je perds de perspective toutes les autres choses qui sont dans ma vie, mais qui vont bien également. Alors, c'est la stratégie du point noir, en fait, la gratitude vient un peu contrecarrer justement le point noir. Le point noir, le point sur lequel je mets de la focalisation, puis que je perds de vue l'ensemble des bonnes choses qui sont dans ma vie. Mise en contexte. Bien, tu sais, quelqu'un peut avoir, par exemple, j'ai quelqu'un que je connais dans mon réseau qui fait uniquement mettre son focus sur ses bobos. OK. Fait que une personne qui a toujours « Ah, j'ai mal ici, ah, j'ai mal là ». Puis, quand elle rencontre son réseau d'amis, bien, tout ce qu'elle parle, c'est ses bobos. Fait que alors, la focalisation est juste sur ses bobos. Et bien, finalement, à un moment donné, bien, il y a d'autres choses qui vont bien dans sa vie, mais tout ce que la personne voit, c'est ça, exactement. Et c'est facile, hein, parce que l'être humain a déjà une tendance naturelle à avoir un penchant naturel pour le côté négatif. Pour le négatif. J'arrive vraiment pas
à m'expliquer ça, sérieusement. En fait, c'est très scientifique, ça, parce que ça s'explique de par notre évolution. Alors, la manière qu'on a évolué comme être humain, on vient de très loin, de l'époque Cro-Magnon, que moi j'appelle, où pour assurer notre survie, notre cerveau a un peu agi comme un détecteur de danger. Puis face au danger, bien, il devait faire prendre la fuite ou ben non. Hein? Alors, en tout cas, tout faire pour survivre. Oui, c'est ça, exactement. Fait que notre cerveau est un peu est conditionné dans ce sens-là. Fait qu'on a développé par notre évolution, un penchant naturel pour le côté négatif. Fait que tous les êtres humains ont une facilité plutôt à voir le côté négatif qu'avec le côté positif. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont avoir... naturellement, ils ont une facilité à carburer au positif, mais dans la majorité des gens, ça va être... Notre premier réflexe, c'est de dire... OK, de mettre le focus sur quelque chose. Ça va pas. Bien, d'ailleurs, là, si je te posais la question, Claude Andrea, qu'est-ce qui a bien été dans ta journée hier? J'ai bien mangé? Oui. Puis versus, qu'est-ce qui a mal été hier? Je sais plus. Souvent, ce qui arrive, c'est que on va se souvenir plus facilement. Le bus, c'est pas vite arrivé et ça m'a vraiment énervée avant de rentrer à la maison. Parce que le temps n'était pas beau. Ah, d'accord. Ça m'a gâché un peu la journée parce que j'avais un timing en tête, je vais rentrer à telle heure et puis ça m'a frustrée, par exemple. Oui. Alors, ce que tu amènes, c'est qu'on a plus une facilité à retenir ce qui n'a pas bien été dans notre journée versus ce qui a bien été. Ouais. Donc, il faut faire vraiment un effort conscient pour ramener notre focus sur les bonnes choses. OK? Parce que c'est pas naturel. Notre cerveau il fonctionne pas de cette façon-là naturellement. Fait que naturellement, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut l'entraîner. D'accord. OK? On va prendre une toute petite pause et juste après, je pense que tu vas nous donner d'autres stratégies pour la gratitude. Oui. Juste après la pause, on continue de parler de gratitude avec notre coach de vie. Restez avec nous, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours avec notre coach de vie de gratitude. Oui. Puis là, on parlait avant la pause de la stratégie du point noir. Je sais ce que c'est maintenant. Donc, la stratégie du point noir, c'est toujours se focaliser sur ce qui ne va pas dans notre vie, alors que tout autour, tout va bien. Exactement ça. C'est exactement ça. C'est aller chercher les petites étoiles dans notre ciel, parce qu'on a des étoiles dans notre ciel qui sont là tous les jours, quotidiennement. C'est pas juste ce point noir-là qui est là. Donc, on peut essayer de l'étouffer avec nos points positifs. Oui. Puis, il faut savoir que parfois, le point noir, il est petit, mais si on met notre focalisation beaucoup, il peut prendre tout l'espace. Hein? C'est comme un virus. Oui, c'est ça. Exactement. OK, d'accord. Donc, comment bien pratiquer la gratitude? Puisque là, c'est un art, tu nous as dit. Oui, tout à fait. En fait, pour aller chercher
tous les bienfaits de la gratitude. Ce qui est important, c'est de vraiment de le ressentir. Quand on dit un merci, on veut pas que ça soit quelque chose qui va être mécanique. Juste pour se débarrasser. Oui, hein? exactement, parce qu'on va pas ressentir les bienfaits de cette pratique-là, parce que c'est une pratique, la gratitude. Il faut s'entraîner à ça. C'est pas quelque chose que plus on le fait, ben plus on va en retirer les bénéfices. Fait que quand je dis un merci, puis que je pense à ce à quoi je suis reconnaissante, c'est vraiment d'aller chercher l'émotion qui est derrière ça. Wow. Parce que c'est comme ça que je vais connecter davantage, puis je vais retirer les bienfaits. C'est ça qui va faire en sorte que comme quelque chose au niveau de la biochimie, parce que c'est biochimique, wow. Quand on pense à quelque chose de positif dans notre vie, ça vient changer la biochimie de notre cerveau, ça vient injecter... Ça apporte de la bonne humeur. Oui, alors ça vient stimuler des hormones de bonheur qu'on appelle. Ah, alors, okay. les endorphines, la dopamine, tout ça, la sérotonine, c'est les hormones du bonheur. Alors, donc, c'est vraiment important de mettre... Rick Hanson parle dans son livre d'aller vraiment intensifier notre sentiment de gratitude en restant plus longtemps avec le moment. Fait que, par exemple, si quand je pense à quelque chose que je suis reconnaissante, je sais pas si je suis reconnaissante... Le cerveau du bonheur, ça s'appelle, hein? Oui, c'est ça. Je suis reconnaissante pour juste d'avoir de la nourriture quotidiennement sur ma table. Puis que je pense à ça, puis je me mets en contact avec vraiment ce privilège-là d'avoir de la nourriture sur ma table tous les jours, mais aussi de penser à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à ce que j'ai de la nourriture sur ma table. Wow. Parce que c'est pas l'œuvre juste de moi d'aller chercher la nourriture à l'épicerie, ce sont les gens qui l'ont mis à l'épicerie. Ça prend des agriculteurs. Alors, il y a toute une série... Alors quand tu connectes avec ça, il y a comme quelque chose qui vient te remplir. Moi, je dis... J'aime souvent utiliser le symbole que la gratitude, c'est comme envoyer du parfum dans ta maison intérieure. Hein? Fait qu'il y a comme quelque chose qui se dégage dans ton intériorité, tu sais, puis qu'il y a quelque chose de bon. Il faut que le merci sorte vraiment de ton intérieur comme merci. Oui. Un merci dans le genre? Oui. Parce que, comme vous avez dit, l'exemple de tout à l'heure, comme manger, se nourrir, c'est assez automatique chez nous. On ne peut pas se penser à l'instant qu'on pourrait manquer de nourriture. Absolument. On est tellement habitué de vivre dans cette abondance-là qu'on perd la perspective que c'est un privilège de pouvoir manger nos 3 repas par jour. Comme c'est un privilège de vivre dans une ville, dans un pays où on a la liberté de pouvoir s'accomplir, puis où il y a vraiment... c'est harmonieux, finalement. Il n'y a pas de danger quand on sort d'ici. Je veux dire, on n'a pas besoin d'être apeuré tout le temps. Oui, exactement. Fait que c'est un grand privilège. Fait que... Alors, on peut pratiquer ça de différentes façons. Un exercice que je recommande à mes clients. Je suis prête. Oui. Alors, c'est de tenir un journal de gratitude. C'est un outil facile. Alors, chaque jour, à la fin, moi, je suggère beaucoup de le faire à la fin de la journée, avant de s'endormir, pour 2 raisons. Parce que, 1, ça nous permet d'aller revisiter toute notre journée. C'est qu'on fait pratiquement plus, parce qu'on rentre toujours fatigué, couché. On est sur nos petites machines, on regarde ça, on est sur le pilote automatique, puis on s'endort, puis si on réussit à s'endormir. Alors, quand on pratique la gratitude avant de s'endormir, ça nous permet d'aller revisiter toute notre journée. Puis moi, j'appelle ça d'aller visiter dans tous les petits raccoins de ma journée les bonnes choses qui ont été là, mais que déjà, rendu à 10 heures, quand je me couche, j'ai déjà oublié tout ça. Est-ce qu'on le fait en point de forme ou je dois, comme un journal intime, écrire aujourd'hui, il s'est passé ça, ou... Bien, en fait, on peut le faire juste par le replacer dans notre conscience. D'accord. Ou on peut l'écrire. Il y a des gens qui ça va mieux fonctionner, l'écriture. C'est des gens qui sont plus kinesthésiques. Okay. Alors, en l'écrivant, l'écriture, c'est vraiment un exercice physique. Fait que ça permet vraiment de venir ancrer sur le plan émotionnel, plus de te reconnecter sur le plan émotionnel. D'accord. Là, tu as dit que la gratitude, c'est une pratique. Forcément, il y a on reçoit des bienfaits de la gratitude en la pratiquant. Hein? Absolument, absolument. Fait que c'est comme l'entraînement physique. Hein? Fait que si on fait de l'entraînement physique une fois de temps en temps, ben, on va avoir des résultats mitigés. Par contre, si ne m'en parlez pas du tout.
Mais par contre, si on s'entraîne à tous les jours, c'est là que les bienfaits, on va les ressentir. C'est sûr que un des grands bienfaits, c'est sur le plan psychologique. On ne se le cachera pas. Au niveau de l'humeur, ça va venir beaucoup agir sur l'humeur. Ouais. On va ressentir beaucoup plus d'optimisme. On va ressentir beaucoup plus de vitalité. C'est un grand réducteur de stress aussi, parce que là, on n'est pas juste dans notre tête, dans nos pensées de l'inquiétude, de l'insatisfaction, de nos peurs. On est ailleurs à ce moment-là quand on est dans la gratitude. Fait que je dis toujours que la gratitude, elle a un grand pouvoir, parce que quand on la pratique, ça a le pouvoir vraiment de transformer notre vie, parce que, en fait, la gratitude, c'est issu de la psychologie positive, cette science-là qui étudie vraiment les conditions qui contribuent à l'épanouissement de la personne. Et ils ont identifié, les chercheurs ont identifié que la gratitude, c'est vraiment une clé de succès pour augmenter notre indice de bonheur dans la vie. Donc, je retiens ça. Parce que, dans le fond, si on repart sur la stratégie du point noir juste un instant, c'est comme si on est assez... On a toujours de la gratitude. En fait, dans la journée, on est vraiment content pour tout ce qu'on a et tout. Oui. On minimise vraiment tout ce qui marche pas. Et finalement, on le voit plus. Exactement. Tu sais, des fois, on va aller chercher de l'aide auprès des personnes quand on va mal. Puis on a tendance souvent à implorer... l'univers ou une force supérieure, dire dans les périodes quand ça va mal. Mais quand ça va bien, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Fait que c'est de pratiquer ça. Un autre exercice que je recommande... Tu as un autre exercice pour nous? Est-ce que je vais te garder juste un instant pour prendre une petite pause? Absolument. OK, d'accord. Donc, gratitude, c'est bien beau comme élément. Et juste avant qu'on ne parte à la pause, dis-moi, c'est quoi l'astuce que tu viens de donner? Juste le titre de l'astuce? En fait, de tenir un journal de gratitude? Ah, OK. Oui. On prend une toute petite pause, on revient tout de suite après parler de cette astuce. Ne manquez pas notre prochain match du hockey de la LHJMQ, alors que les Wildcats de Moncton viendront affronter les Olympiques à Gatineau. C'est un rendez-vous le mercredi 10 octobre, 19h30 sur TV Rogers. Détail sur la cathédrale. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30 sur TV Rogers. Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de gratitude. On a une première astuce pour pratiquer la gratitude, c'était de tenir un journal de gratitude, comme à chaque jour. Et puis la deuxième astuce, qu'est-ce que c'est? Alors, ça serait de célébrer les meilleurs moments de la journée en famille. Alors, si on a une famille, c'est une belle occasion au repas du soir de se retrouver, puis ensemble, d'échanger. Ça a été quoi ton bon moment de la journée? Fait, imagine si on fait ça tous les soirs ensemble. Bien, ça nous permet de partager, d'échanger, mais de créer cette connexion-là que parfois on perd de vue parce que la vie va tellement vite
Donc, ça peut être un bel exercice à faire aussi en famille. Ben, dis-moi, il y a plein d'éléments. Je suis sûre qu'il y a plein d'astuces. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on peut retrouver sur ton site web? Bien, justement, lundi, je vais publier mon brin de sagesse que je publie à tous les mois. Et ça va porter sur la gratitude. Alors, si les gens veulent en savoir un peu plus, bien, à ce moment-là, soit de venir s'inscrire sur mon site Internet pour recevoir l'infolette, le brin de sagesse. Alors, ça va être disponible dès lundi. Merci beaucoup. Et puis, merci, Carole. Merci à toi pour ta belle curiosité et ton beau talent de communication. Merci beaucoup. Merci, c'était un plaisir de passer cette émission avec vous. C'était, on se voit demain. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, mon nom c'est Amélie et je suis bénévole chez TV Rogers. Pour moi, mon expérience a commencé en tant que bénévole parce que j'étais intéressée à en découvrir un peu plus. Il y a vraiment une ère de famille à Rogers qui ajoute beaucoup à l'expérience. C'est une porte qui s'ouvre, qui en ouvre plusieurs autres et qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, on va en retirer quelque chose. C'est le 22 octobre prochain que les électeurs ouvriront un nouveau chapitre de l'histoire des municipalités de l'Ontario. Afin d'éclairer votre choix, de mieux connaître les enjeux et les candidats de votre quartier, TV Rogers vous invite à regarder la campagne locale. Et le soir des élections, les résultats locaux feront l'analyse en direct de son dénouement. TV Rogers, l'accent local sur l'élection municipale. Regardez TV Rogers, Ottawa.